On va tirer les enseignements, tracer des perspectives et peut-être même des conclusions avec Sandrine Boucher, Élodie Emery, Anne-Sophie Lapointe, Eugenio Platania et Christine Schibler. C'était par ordre alphabétique. Alors, on n'est pas obligé de respecter l'ordre alphabétique maintenant, mais peut-être, Christine, les premiers commentaires, et puis après, rapidement, et nous avons 40 minutes à peu près. Oui, merci beaucoup, Pascal. Alors, d'abord, vraiment, merci pour ces 5 témoignages. C'est extrêmement intéressant et je dirais que ce matin, ça donne un petit peu de lumière parce que on a vécu ces derniers jours, enfin moi j'ai participé à la commission des comptes de la sécurité sociale en début de semaine et on voit qu'il y a beaucoup de choses que vous allez être réinventées parce qu'on ne va pas s'en sortir en gardant les mêmes paradigmes que ceux qu'on vit depuis quelques années. Et comme l'ont dit tout à l'heure très, très justement Gérard Vincent et Guy Collet, il va falloir qu'on retrouve un nouveau souffle et qu'on trouve une transformation. Donc tous ces projets locaux qui réussissent font extrêmement chaud au cœur. Alors, moi j'ai envie de dire que pour que justement l'innovation locale et que les solutions locales puissent être trouvées, il faut d'abord avoir un cadre national. Donc effectivement, au niveau de la FHP, on est aussi pour la territorialisation telle qu'elle a été décrite par Gérard et Guy et par d'autres autour de la table. Mais pour ça, pour favoriser les initiatives, il faut avoir un cadre national. Alors c'est quoi un cadre national ? Et c'est quelque chose qui n'a pas été tranché ces dernières années, puisque pour moi, il y a eu des erreurs qui ont été faites. Je suis désolée, je vous donne mon opinion, puisqu'on est entre nous, dans la conduite politique ces dernières années, et notamment donc, le Ségur, qui a été un rendez-vous raté, limité à l'augmentation des personnels qui était indispensable, bien entendu, mais tout ce qui a été proposé par une communauté hospitalière de ville qui a travaillé pendant 4 semaines à temps complet pour faire des propositions, rien n'a été repris. Donc un Ségur qui a été un rendez-vous raté, et aussi dans l'articulation entre le national et le local, la refondation, le Conseil national de la refondation, etc., que j'appelle la grande désillusion, où là, franchement, je veux dire, c'est pas la bonne méthode, ou alors c'était peut-être une bonne idée, mais pour travailler sur des idées de co-construction, je veux dire, il faut utiliser des méthodes pour faire sortir cette co-construction qui n'a absolument pas été utilisée, et donc un échec. Donc aujourd'hui, on est à un tournant où il nous semble au niveau de la FHP qu'il faut travailler sur le cadre national et puis effectivement faire en sorte que ce cadre national puisse permettre au local de pouvoir, je retiens tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire soulever des barrières qui sont des barrières technico-administratives, qui sont des barrières de longévité de financement, qui sont des barrières d'évaluation, etc. Donc le cadre national, il doit donner de la visibilité, une trajectoire pluriannuelle. Il doit être basé sur de la contractualisation, bien sûr. Il doit simplifier. Donc, nous avons à toutes les fédérations hospitalières, et on a aussi beaucoup travaillé ensemble. Je pense que Sandrine le dira tout à l'heure, mais aussi avec les collègues de la FHF et de la FEAP. On a fait un certain nombre de propositions. Donc, il faut que ce texte de simplification sorte. Je m'inquiète un petit peu parce que autant on a reçu une lettre de félicitations, de remerciements pour la qualité des travaux du ministre, autant plus personne nous parle de simplification. Donc c'est vrai que je m'inquiète un petit peu. Mais il faut simplifier, il faut passer à tout numérique. Bien entendu, il faut travailler l'attractivité des métiers, ça a été dit plusieurs fois. Et donc ça, ce sont des choses qui sont au niveau du cadre national. Après, au niveau local, je veux dire, une fois qu'un environnement est simplifié et on remet, je veux dire, les responsabilités de façon plus localisée, décentralisée, il y a nécessité aussi d'éclaircir des choses au niveau du territoire. J'ai entendu ce qui a été dit sur la région, sur l'ARS, etc. Donc nous, au niveau de la FHP, on défend beaucoup les ARS. Maintenant qu'il y ait effectivement des interactions plus poussées avec les élus, c'est tout à fait légitime. Après, moi, juste une aparté, mais je suis restée 8 ans en ARS Île-de-France, et donc pendant ces 8 ans, j'ai co-animé l'AXOS avec le président de l'AXOS de l'époque. Je n'ai vu qu'une fois à une réunion
une vice-présidente de la région Île-de-France venir. Donc ça veut dire que les 79 autres auxquels j'ai participé, il n'y avait pas de représentants des élus, et donc on pouvait le regretter. Donc aujourd'hui, on s'attache à ce qu'il puisse y avoir effectivement une participation, une application, c'est absolument indispensable. Après, il y a quelque chose qui nous manque, et ça c'est aussi un peu niveau national, mais après le local en a besoin, c'est la data et l'évaluation. Récemment, donc, Nicolas Revel, dans l'article qu'il a fait dans Terra Nova, indiquait que page 14, hein, je vous implique à lire cet article, hein, je ne suis pas d'accord sur tout, mais sur énormément de choses. C'est vrai qu'il a insisté sur le pari de la qualité. C'est vrai qu'on ne peut pas faire abstraction aujourd'hui de la contrainte économique dans laquelle on est. Donc ça veut dire que il faut que, je veux dire, aujourd'hui, c'est Le Point qui publie des résultats de qualité, des nombres d'actes, etc. Il appartient au ministère de la Santé de pouvoir le faire. On a besoin d'avoir une transparence et une lisibilité qu'on a de moins en moins, et on a participé avec les autres fédérations à une réunion récente des GOS, on nous a expliqué qu'on aurait encore moins d'informations l'année prochaine. Bon, je veux dire, ça devient probablement tout à fait scandaleux. Non, on a besoin d'avoir une transparence. Il faut que les patients, justement, pour comprendre pourquoi une maternité de 150 accouchements, pour des raisons de qualité et de sécurité, elle devra fermer et avoir un centre périnatalité de proximité et une organisation sur le territoire. Donc les patients, ils ne sont pas idiots. Donc ils sont capables de comprendre. Mais il faut qu'il y ait cette transparence totale. Donc je vais bientôt finir, t'inquiète pas Pascal. Et puis après, la régulation techno-administrative, il faut la simplifier. On a fait une réforme sur les autorisations. Alors maintenant, on vient au micro-niveau, du micro-cancer, du machin, etc. C'est le délire. La seule simplification qu'on a eue de cette réforme des autorisations, c'est le passage de 5 ans à 7 ans. Nous, on milite pour que ça soit des autorisations à durée indéterminée, avec par contre beaucoup plus de contrôle. C'est de l'argent public, ce sont des patients, il est légitime qu'il y ait énormément de contrôle, et c'est vrai que ce sont des fonctions qui ont été largement abandonnées ces dernières années. Et puis pour que le territoire ait la main et que les communautés médicales, paramédicales, qui ont fait preuve, je dirais, de leur capacité extraordinaire lors du Covid, mais aussi chaque jour et chaque année et chaque épidémie de grippe, pour travailler ensemble, pour innover, etc., il faut leur simplifier la vie. Aujourd'hui, je donnerai juste un exemple. S'il y a un PH qui veut aller travailler dans un établissement privé, il faut créer un GCS. Mais c'est le délire. C'est-à-dire que pour éventuellement 3 heures de consultation d'un PH qui va, parce qu'ils se sont organisés en PDSES comme ça, sur un territoire qui viendra dans une clinique, on va faire un GCS. Mais c'est le délire. Donc c'est pour ça que je dis, et j'en finirai là, Pascal, il faut que le cadre national soit simplifié, qu'on utilise le numérique, qu'on ait de la visibilité de la data, tout numérique, hein, bien entendu, et puis qu'après, justement, qu'on décentralise, que le local puisse avoir une vie simplifiée pour pouvoir trouver les bonnes organisations. Et les professionnels sont absolument tellement engagés, et on l'a vu, hein, c'est ça qui a fait plaisir. Voilà, je m'en arrête là, et je remercie beaucoup pour cette matinée que personnellement je trouve absolument passionnante. Merci. Et tes commentaires sont, je trouve, très structurants et forts. Donc c'est très bien comme ça. Sandrine, est-ce que tu veux poursuivre? Oui, bonjour. Alors c'est le temps imparti, hein, c'est parce que voilà, on veut terminer à midi. Très rapide. Donc Sandrine Boucher, je suis directrice stratégie médicale et performance à Unicancer, donc des établissements privés à but non lucratif qui ne prennent en charge que des patients atteints de cancer et à but non lucratif, sans dépassement d'honoraires. Donc moi, je vais repartir du contexte de la cancérologie. La cancérologie bouge énormément, elle est en pleine mutation. Le virage ambulatoire, pas qu'en cancérologie, mais aussi beaucoup en cancérologie, avec les thérapies orales. La volonté aussi de plus de proximité, d'organiser une gradation des soins. Certes aussi la chronicisation de la maladie, donc aussi la multiplication de tous les intervenants qui vont intervenir à domicile, en proximité. Tout ça dans un contexte où finalement les effets indésirables sont paradoxalement, eux par contre, de plus en plus complexes.
Pourquoi ? Thérapie ciblée, immunothérapie, mais aussi la multiplication des lignes de traitement, puisque nos patients ont une meilleure survie. Et donc, on est confronté quelque part à ce besoin, cette nécessité d'organiser cette proximité et de prendre en charge correctement nos patients dans cette proximité et d'accompagner. On parlait de régime d'autorisation. Une gradation, c'est pas que des chiffres, c'est pas que un seuil, c'est 70 sur le sein. C'est aussi une organisation à mettre en place. Pourquoi c'est une organisation à mettre en place ? Parce que finalement, on a aussi besoin de convaincre. Alors, qui on a besoin de convaincre ? Déjà le patient. Lui, il doit se sentir en sécurité, en proximité. Le prescripteur, qui lui doit être convaincu que le patient, il va être aussi bien pris en charge en proximité et qu'il a finalement, ce patient aussi, quand on parle du domicile, la capacité de pouvoir prendre correctement ses traitements à domicile. Il faut aussi convaincre l'établissement qui est prescripteur, parce que lui, finalement, quel est son intérêt à envoyer un patient en proximité ? Il faut aussi qu'il s'y retrouve, parce qu'aujourd'hui, les actes intellectuels, ils sont très, très mal financés dans notre pays. Donc, s'il ne reste plus qu'à l'établissement prescripteur l'acte intellectuel, finalement, il n'y a aucune motivation à transférer le patient. Il faut aussi convaincre l'effecteur, c'est-à-dire celui qui va réaliser les soins in fine, qu'il a la capacité et l'environnement sécurisé pour accueillir le patient. Donc nous, on est arrivé à ce constat que finalement, pour essayer d'accompagner tout ce mouvement de proximité, on avait besoin de coordination. Et pourquoi ? Pour avoir un meilleur suivi de nos patients, même à distance. Ça veut dire que c'est pas parce que le patient passe en proximité que l'établissement prescripteur doit perdre complètement le contact avec son patient, puisque c'est lui qui va de toute manière être responsable de l'évolution de ses traitements et qui va devoir réadapter ses traitements. Et donc, il faut se coordonner. Il faut se coordonner avec qui ? Il faut se coordonner entre établissements adresseurs et établissements effecteurs quand c'est de la proximité, et entre la ville et l'hôpital, avec les infirmières de ville, les pharmaciens de ville, les médecins traitants et tous les acteurs finalement des soins de support en cancérologie. Malheureusement, on l'a vu ce matin, c'est pas quand même très facile tout ça. Donc oui, on peut le dire, il faut se coordonner, d'accord ? Ok. Mais on a des systèmes d'information ville-hôpital. On ne va pas dire qu'ils sont particulièrement efficaces et ils sont disparates. C'est pas les mêmes d'une région à l'autre. Là aussi, on a expérimenté en région, mais on n'a pas décidé à partir d'expérimentation régionale qu'il y avait un système qui marchait et qu'on pourrait l'étendre à toutes les autres régions. On est resté dans chaque région avec son système. Alors, en Auvergne-Rhône-Alpes, ça fonctionne, mais il y a beaucoup de régions où ça ne fonctionne pas. On a un système de santé qui est quand même vraiment pas très intégré. Et donc, pour un hôpital comme les miens, c'est un patient, une équipe de soins différente à chaque fois. Et donc, se coordonner, c'est une expérience unique pour chaque patient, finalement. On n'a pas de financement de la coordination en France, ni du hors les murs. Or, on a besoin de suivre nos patients, de gérer les alertes. Alors, certes, on a la télésurveillance qui s'ouvre, mais la télésurveillance, c'est pas de la coordination. C'est une relation entre le patient et l'établissement qui le suit. Et c'est pas adapté à tous les patients. On a aussi besoin, pour que finalement un établissement de proximité accepte notre patient, alors ça va être valable en SMR, mais ça peut être valable aussi pour de la chimiothérapie, finalement, on aurait besoin de transférer de la connaissance, de pouvoir apporter un appui aux établissements de proximité pour qu'ils acceptent nos patients qui sont un peu plus complexes parfois que les autres. Et en dernier lieu, même s'il y a des très belles initiatives qu'on a vues ce matin, globalement, en France, on n'a pas vraiment l'habitude de travailler ensemble. Donc, on a l'habitude de travailler chacun chez soi. Et donc, quand on veut expérimenter de la coordination, c'est de la conduite du changement parce que c'est pas les habitudes de travail et que ça remet en cause ce qui est fait depuis très longtemps. Donc, quand il y a eu les articles 51, on en a parlé ce matin, on s'est dit, voilà, ça, c'est une opportunité pour la cancérologie. On a nos patients qui sont sous thérapie orale, qui sont chez eux, ils viennent prendre leur traitement en pharmacie. Ça serait quand même l'occasion de voir si on peut tester une organisation coordonnée entre la ville et l'hôpital pour les patients sous anticancéreux à domicile.
quelque part, donc on s'est lancé dans l'aventure de l'article 51. Donc, on a réussi à lancer cette expérimentation. On a quand même 41 sites hospitaliers qui ont participé, plus de 12 000 patients qui ont été inclus. On est à peu près à 80% de la cible. Évidemment, des patients satisfaits, des professionnels satisfaits. Je dirais même des professionnels qui auront du mal à revenir en arrière. Et donc ça, c'est un élément de complexité, puisque c'est des gens qui ont appris à travailler différemment et qui ne veulent pas changer de manière de travailler. Donc, plus de 6 000 pharmacies qui ont été impliquées. Hein, donc, c'est énorme, c'est quand même énorme par rapport au nombre de pharmacies en France. Alors après, ça va me permettre de rebondir sur qu'est-ce qui est bien dans un article 51 quand même. Alors, ce qui est bien quand même, c'est que ça a permis de le faire. Et que ça a permis de le faire savoir. Et qu'on n'aurait pas embarqué, on n'aurait sans doute pas embarqué 6 000 pharmacies si on n'avait pas la légitimité qui a été apportée par l'article 51. Donc ça, en ce sens, c'est bien. On a aussi des équipes, et ça, je pense que Kili pourra le dire, des équipes article national 51 qui nous soutiennent. Et ça change aussi le lien, je dirais, qu'on peut avoir avec le national. Ça permet aux gens de travailler ensemble, alors sur le terrain, mais aussi nos tutelles qui apprennent à travailler ensemble. Voilà, tout le monde, chacun à son niveau. Donc ça permet quand même d'être transformant, puisque nous, on a réussi à changer quand même les habitudes de travail. Après, on l'a dit, hein, voilà, c'est très lourd. Là, on a déposé en 2018. On va avoir on aura la fin de l'expérimentation qui a été reportée 2 fois. 2 fois, ouais, en octobre 2025. Donc on a de l'espoir qu'en 9 ans, on aura réussi. En 9 ans, on aura peut-être réussi à mettre à disposition une innovation. Voilà, en France, on est longtemps innovant. C'est l'avantage. C'est l'avantage. Voilà, et que du coup, on est percuté par nouveaux dispositifs de financement comme la télésurveillance et qu'on ne sait pas bien intégrer dans le cadre d'un article 51, et qu'il y a besoin de plus, on est d'accord, il y a besoin de beaucoup plus d'agilité, ne serait-ce que parce qu'il y a beaucoup de choses à tester et qu'il faudrait tester beaucoup plus de choses, donc être plus agile et moins lourd. Mais au moins, ça a permis de le faire, ça a permis d'être légitime vis-à-vis de la ville, des acteurs qui ne nous connaissent pas forcément, des acteurs avec qui on n'a pas l'habitude de travailler. Alors, on reprend une expérimentation hors cadre article 51, mais dans l'article 50, cette fois, du PLFSS de l'année dernière sur les chimios en HAD. Un peu moins de lourdeur dans l'instruction. On verra bien les avantages et les inconvénients des 2 dispositifs, mais c'est vraiment la même idée, c'est de financer ce temps de coordination, d'appui qui permet finalement d'envoyer un patient en proximité avec le patient, le prescripteur, l'effecteur et les établissements, les institutions qui veulent y aller. On a 13 CLCC qui partent. Voilà, donc nous, on estime que pour organiser la gradation des soins et pour que ça devienne une réalité, il faut aller vers ce financement de la coordination, ce financement du transfert de compétences entre les acteurs. Et d'abord, parce que ça permet aussi de travailler ensemble et donc d'optimiser les organisations. Merci beaucoup, Sandrine. Je voulais vous dire simplement, vous pouvez participer. Nous travaillons, et c'est vrai que Unicancer participe souvent à ces travaux, sur des modélisations. C'est un groupe de travail de l'UC2M, un groupe de travail de l'UC2M sur la modélisation de centres de prévention et de ressources en cancérologie. C'est assez passionnant. Enfin, d'ailleurs, à vrai dire, on a présenté ça il y a 24 heures au ministère de la Santé. On en a été très fiers. Enfin, après, on verra ce que ça donnera. Madame Anne-Sophie Lapointe, alors, donc la règle du jeu est la même, c'est-à-dire c'est une présentation, évidemment pas de votre rapport, enfin du rapport de ce que vous faites, c'est-à-dire du plan maladie rare, parce qu'il est extrêmement dense, c'est une centaine de pages. En revanche, on vous a posé une question, c'est en quoi... Enfin, pour nous, c'était important d'avoir un exemple de plan national. En plus,
Alors, le plan cancer, on le connaît bien. On sait que nos camarades, je ne sais pas s'ils sont encore là, de la maladie rénale chronique s'intéressent en particulier, essayent de lancer un plan auquel nous participons. Enfin, moi, je vais animer une séquence, un plan maladie rénale. Bon, donc les plans nationaux comme le vôtre sont des plans extrêmement structurants à la main de l'État, mais avec quand même des évolutions. C'est le 3e ou 4e, vous allez nous le dire rapidement. Et surtout, en fait, vous vous appuyez à la fois, et ce sera une excellente, et comme ça on aura touché tous les bouts, vous vous appuyez sur les actions locales qui sont menées et européennes. Et on écoutera le représentant du Conseil régional, spécialiste des affaires européennes, après vous. Oui. Merci Anne-Sophie. Un grand merci de me donner cette occasion. Évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail du plan, mais essayer de partager l'esprit qui a permis de construire ces plans. Je souligne que c'est 20 ans de politique publique. Et déjà, pour poser le cadre, on est donc plus de 7000 maladies rares, 72% d'origine génétique. Et donc, elles sont peut-être rares, mais finalement, elles sont fréquentes et beaucoup de personnes en sont atteintes. La plupart donnent des maladies chroniques, donc on doit accompagner dans le temps. Et 75% de nos maladies rares commencent à l'enfance. Donc la dimension de la pédiatrie est extrêmement importante, avec à chaque fois une dimension holistique qu'il va falloir prendre en compte, avec également tout le travail autour des aidants. Donc on a, avec cette politique nationale, voulu structurer, donner pour le premier plan une visibilité, ensuite le deuxième une coordination. Le troisième, je dirais, c'est beaucoup appuyé sur la data, puisqu'on a une banque nationale des données maladies rares et on est accompagné par l'ANS lors du COPIL. Et c'est important pour faire le lien d'avoir cette donnée. Et je dirais que dans le quatrième plan, c'est l'idée de co-construire. Tout à l'heure, j'ai bien entendu le fait d'opposer un peu le national et les territoires, les ARS. En fait, ce qu'on voudrait vraiment avoir dans ce quatrième plan national maladies rares, c'est par rapport aux enveloppes qu'on a. On a des enveloppes pour faire des appels à projets. Et certains de nos appels à projets, on souhaite vraiment les délocaliser et pouvoir co-construire et faire en fait nos appels à projets au sein des ARS, que ce soit sur des sujets, je dirais, de l'éducation thérapeutique du patient, mais aussi sur le lien ville-hôpital, puisque dans ce quatrième plan maladies rares, on a une expérimentation, nous aussi, article 51 en Corse, qu'on souhaite déployer et qui a passé, qui est en SAS maintenant, ça y est. Le SAS se terminera en avril l'année prochaine. Et donc, c'est, je dirais, tout le volet handicap de notre plan maladies rares. On souhaite déployer cet article 51, mais de façon à l'adapter au territoire. C'est pour ça que je veux travailler avec un groupe pilote, avec les ARS, avec des pilotes aussi sur le terrain. Ça va être toutes les maladies rares avec un très grand impact en termes de handicap. Donc on va être, par exemple, sur la SLA. L'idée, c'est comment on va accompagner de nos centres experts au domicile. Là, on n'est même plus sur le ville-hôpital. On est du centre expert au domicile pour les handicaps les plus lourds. Et donc, l'idée, par rapport à tout ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est que c'est une question de savoir-faire et de savoir-être. Ce qu'on va essayer dans ce quatrième plan maladies rares, c'est vraiment de faire ce lien ville, hôpital, domicile avec autour les dispositifs d'appui à la coordination, les pharmaciens. Comment on fait pour embarquer tout le monde? Et j'ai un exemple aussi, je vous citais à l'ES avec notre équipe maladies rares autour de maladies rares Occitanie, qui fait des consultations délocalisées justement et qui va autour d'Alès. On a des généticiens extrêmement dynamiques pour pouvoir faire ce travail et qui travaillent étroitement aussi avec l'ARS pour pouvoir faire cela. Donc c'est voilà, mais oui, c'est pour ça que je le répète. Donc voilà, donc ça c'est important. Donc comment faire, assurer cette coordination? On a donc ce lien ville-hôpital, la pluridisciplinarité. Nos maladies rares sont multisystémiques, donc comment travailler tous ensemble? Et peut-être une particularité des maladies rares, c'est que je crois que cette rareté, cette vulnérabilité fait que
nos spécialistes ont l'habitude de travailler ensemble. C'est quand même une communauté assez particulière avec le patient et les associations de patients très militantes, mais ce qui est bien, c'est-à-dire qu'elles nous donnent la boussole et elles nous permettent d'avancer. Donc ça, cette pluridisciplinarité et le numérique, on en a pas beaucoup parlé. Nous, c'est extrêmement important ce numérique. On a Mon Espace Santé aussi, comment on va pouvoir utiliser cet outil pour fluidifier, je dirais, les partages. Et le numérique, nous, est essentiel pour pouvoir renseigner ce qu'on appelle l'histoire naturelle de la maladie, mieux connaître nos maladies rares. Et ça, en fait, on a l'impression que c'est quelque chose national, une politique nationale du numérique, mais en fait, non. Nos maladies rares s'appuient sur 1700 centres de compétences, 600 centres financés de référence, donc on a 2300 sites. Donc, dans tous les établissements, dans beaucoup d'établissements, on a des centres maladies rares. Et dans ces établissements, on a une collecte de données de maladies rares. Et l'idée, c'est pas que la collecter, c'est la réutiliser. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc, ce numérique, je vais juste faire le lien. L'enjeu du 4e plan maladies rares, c'est aussi l'Europe. On pilote une action conjointe qui s'appelle Jardin, Joint Action Rare Disease Integration. Et donc, la DGOS pilote, donc là où la mission maladie rare est, on pilote le work package sur le data management. Comment on va partager les données. Alors, on avait tous les soucis de partager les données au sein d'un territoire, entre Nîmes et Alès. Mais alors là, ça va être comment on va partager nos données entre la France et les 27 pays de l'UE. Donc là, on a 3 ans pour lever les barrières. Donc, on a créé des groupes avec des DPO, avec des IT, des managers hospitaliers qui sont autour de la data, pour pouvoir justement, on a à cœur de former et informer. Et donc, on croit beaucoup aussi à la formation, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut faire et parfois les gens craignent de les faire parce qu'ils n'ont pas conscience qu'en fait, ils sont tout à fait autorisés à le faire. Donc, il y a ce volet formation qui, pour nous, était absolument essentiel. Et donc, on a appelé notre plan des territoires à l'Europe parce qu'en fait, c'est une vraie organisation structurée des territoires à l'Europe. Et récemment, on a porté un programme Interreg. C'est vraiment des programmes transfrontaliers avec la Belgique, avec notre plateforme d'expertise maladies rares sur Lille et sur Reims. Et ça aussi, et donc on est vraiment du territoire avec un autre pays, avec des financements européens. Donc je crois qu'il faut aussi beaucoup travailler avec ces financements européens dans les années qui viennent. Et pour cela, moi, c'est un appel, mais là, le ministère n'est pas là, mais on a besoin aussi au sein de notre ministère d'avoir des équipes qui sont capables d'accompagner ces projets européens, parce que c'est extrêmement lourd, on doit vraiment suivre ces projets pas à pas, et donc c'est une vraie maîtrise d'œuvre. Donc voilà nos ambitions. Et vous reconnaîtrez que le talent des orateurs, c'est de savoir faire les transitions, donc je vous en félicite. Et le talent des organisateurs, c'est d'avoir trouvé les bons sujets. Donc à la fois, je reprends ce que vous dites, nous travaillons des territoires à l'Europe. Bravo pour ce qui donne de la cohérence, de l'efficacité. Et donc la parole à l'Europe avec Eugenio Platania. Et je vous laisse une petite surprise. Vous comprendrez pourquoi nous, tout à l'heure, dans quelques minutes, après Eugenio Platania, nous donnerons la parole à Élodie Emery qui fera une petite synthèse, un petit résumé. On a une petite annonce à vous faire. Alors, merci beaucoup. Déjà, en effet, je ne représente pas directement l'Europe parce que je représente quand même la région, ici, la région Île-de-France. Non, il y a eu énormément de choses dites très intéressantes et pas mal de points de réflexion aussi pour nous en tant que région. Alors, la région n'a pas une compétence générale. Alors, je ne suis pas vraiment en matière de santé. Ça ne veut pas dire que la région ne s'intéresse pas à la santé. Et notamment, moi, je suis effectivement responsable du développement et la stratégie européenne de la région Île-de-France, au sein de la région Île-de-France. Bien évidemment, je ne suis pas tout seul. Et du coup, nous, on a un regard très fort aussi vis-à-vis de ce qui se passe à l'Europe. Du coup, comment nous, en tant que région et conseil régional, on peut aider le territoire, du coup, tous les franciliens, mais ça, c'est valable pour toutes les régions françaises, à capter, si on peut dire comme ça, parce qu'on parle vraiment de capter des fonds qui sont européens, qui sont
très comment dire, répartis sur tout type de thématiques. On peut aller de la digitalisation jusqu'à la santé, de la formation jusqu'à je sais pas, aussi au transport. Et dans chaque domaine, dans chaque programme, il y a la santé est toujours très présente. Alors, je veux parler tout de suite de comment les régions, comment l'État peut, ou les ministères peuvent aider les acteurs à trouver des fonds européens. En effet, nous, au sein de la région, mon service fait ça, dans le sens que le service s'appelle Service Développement et Stratégie Européenne, et on a toute une série de membres qui, nous, entre nous, on appelle développeurs, qu'en fait, ils aident tout simplement, c'est un service public, qu'ils aident les acteurs à trouver les fonds qui correspondent bien au projet, quel type de financement existe, parce que, effectivement, il y en a de tout, comme je disais, c'est très varié, et comment, alors, moi je dis toujours, on ne peut pas prendre la plume à la place des porteurs de projets, mais en fait, on les aide. On a tous, moi-même, des expériences dans le privé où on a, grosso modo, compris comment marche un budget européen, comment marche un appel à projet, quels sont les critères. Et grâce à ça, on arrive à décrypter ce jargon européen pour les personnes normales, parce que c'est quand même très difficile. Et grâce à ça, essayer d'avoir un taux de succès de financement. Et en fait, grâce à ça, je vais vous dire aussi une autre chose. Le sujet principal ici, au-delà du fait qu'on parle de la décentralisation et du comment répartir le choix stratégique entre l'État et les territoires, dans le domaine de la santé, il y a aussi une question de financement. Aujourd'hui, on peut le dire, la France, en effet, découvre que ça ne va pas comme ça allait il y a longtemps, et que nous, on le voit dans ma direction, dans la direction dans laquelle je suis, on voit de plus en plus d'acteurs qui se rapprochent de l'Europe pour comprendre comment on peut financer, grâce à la région, éventuellement aussi, des projets aussi dans le milieu de la santé. Alors, nous, on a un programme, une stratégie régionale. On a plusieurs stratégies régionales. Une stratégie qui c'est la stratégie Smart Santé 2023-2026, que c'est la stratégie santé de la région. Et en effet, je reviens sur le fait qu'en effet, peut-être la coordination avec les ARS, elle n'est pas optimale. En effet, parce que dans ces stratégies, on ne parle pas beaucoup de l'ARS. En effet, on le reconnaît. Probablement, ce point dérive du fait que nous, en n'étant pas en compétences dures, on peut dire comme ça, en général, la région, finalement, se concentre plus vers d'autres choses qui peuvent concerner aussi la santé, comme notamment la recherche ou l'innovation. On a des éléments de financement vers ça. Mais par contre, on a une autre stratégie, qui là aussi s'appelle Programme opérationnel 2021-2027, qui propose, grosso modo, tout un mécanisme de financement. En fait, c'est les fonds que nous on appelle structurels, du coup, le fonds FEDER. On a été mentionné le fonds FSE, du coup, Fonds social européen, Fonds européen de développement économique régional. Et en fait, notamment dans celui-là, le dernier que j'ai mentionné, le fonds FEDER, on finance énormément de projets dédiés à la recherche, au développement de la recherche et de l'innovation. De tout type, on l'appelle de TRL. Les TRL, elles sont en fait le niveau de maturité d'une recherche ou d'innovation, de numéro 1 jusqu'au numéro 9, que c'est le plus haut. Et en fait, ça nous permet de, déjà, nous, on prépare des appels à projets. Pour préparer ces appels à projets, la région, ou les régions, là, parce que ce n'est pas que la région Île-de-France, sont autorités de gestion des fonds qui sont des fonds européens, ne sont pas très connus, mais malheureusement. En fait, et grâce à ça, on peut financer des activités sur le terrain. Du coup, des activités qui peuvent aller financer aussi des mécanismes, en fait, des activités de fonctionnement, de l'achat d'équipements, de l'achat en fait, aussi de mécanismes de financement, tout simplement de laboratoires scientifiques qui peuvent, grâce à ces fonds-là, arriver à atteindre en 2-3 ans certains objectifs qui sont aussi des objectifs nationaux. Et là, on revient, par exemple, via le plan cancer, le plan maladies rares. En fait, tout ça est repris par l'Europe. Il y a ce plan général de faire une Europe générale de la santé. On peut dire une Europe, oui, exactement, générale de la santé. Et en fait, tout ça reprend des plans nationaux qui ont été synthétisés, si on peut dire comme ça, et qui viennent faire en fait toute la particularité de l'Europe. Alors, grâce à ça, et là je conclus, il y a un dernier élément que je pense que je veux vous souligner, c'est que l'Europe travaille pour 7 ans.
Donc là, on est dans cet TENA 2021-2027. En 2028, donc le 1er janvier 2028, va démarrer la nouvelle programmation de 7 ans. Aujourd'hui, on est en train de parler à la Commission européenne de qu'est-ce qu'on va mettre dedans. Il y a quel type de projet, quel type de ligne de financement. On parle de budget, littéralement, de comment le financer. Alors, la santé, ce n'est pas une prérogative, une compétence dure de l'Union européenne. La Commission ne peut pas faire ça. Mais par contre, nous, pensons en tant que région, on parle avec la Commission européenne. On fait remonter des besoins du terrain. Nous, on le fait pour le territoire francilien, mais toutes les régions peuvent le faire pour leur propre territoire. Et en fait, l'idée, c'est de se concerter avec aussi les autres régions. On est au sein du comité des régions. Et grâce à ça, aller à Bruxelles pour dire, si vous voulez qu'on finance ça, ça ou ça, ou des mécanismes de décision qui sont plus proches du territoire, grâce à ça, on arrive à le faire. On arrive à faire écrire globalement quelque chose en compétition avec les 152 régions qui existent en Europe, mais des choses qui peuvent être pour la France. Je fais un exemple qui n'a rien à voir, mais avec la politique agricole commune, grosso modo, la France fait ça. C'est-à-dire qu'on arrive à essayer de faire remonter tous les niveaux local, régional et national à la Commission, et en fait, chaque tot d'année, on arrive à répartir l'argent européen. Voilà. Bravo. Merci. Est-ce que vous avez des commentaires à faire? Des projets à soumettre? Eugenio prend commande, donc si vous voulez financer votre projet. Ça c'est acquis, à mon avis. Le projet de Ponteil, on ne le laissera pas partir en Occitanie. Peut-être. Est-ce que, Sabine, tu as un mot de commentaire à faire? Mais un mot? Non? Excuse-moi. Le micro, oui. Une des questions supplémentaires que j'avais suite à tous les échanges, c'était de se poser la question de savoir si les fédérations, justement, puisqu'on en parlait, ou la région, on vient de l'évoquer, pouvaient jouer ce rôle de passeur entre les initiatives locales et le niveau national. Bravo la classe, c'est les transitions, puisque nous allons demander ça à Élodie Emery, qui va quand même nous faire des commentaires, un commentaire final. Parce qu'elle va nous faire une annonce. Je ne sais pas si c'est d'un intérêt. Merci Pascal, j'aime bien les challenges, mais conclure cette matinée si dense et si riche en 1 minute, c'est impossible. Donc effectivement, d'où je parle pour quelques jours encore, la FEAP. En fait, la FEAP, elle n'existe que par les initiatives qui se sont montées par carence de l'intervention publique, et notamment dans le champ du handicap. Et effectivement, on l'a vu, et ce matin, les projets qui fonctionnent, c'est soit parce que les dispositifs ne répondent pas aux besoins, soit parce que les gens sont très engagés et bougent les lignes. Et donc, effectivement, on n'a pas beaucoup parlé d'évaluation, et d'évaluation en prenant en compte la parole des personnes. Quand on parle notamment sur les personnes en situation de handicap, je pense qu'il est intéressant de voir tout ce qui se passe, tous les projets qui se déroulent, en évaluant et en étudiant l'impact sur le bien-être des personnes. Et dans le handicap, c'est fondamental. Je parle du sujet que je connais le mieux. Voilà, donc je ne vais pas conclure, Pascal, je ne peux pas conclure cette matinée si dense, mais effectivement, nos révolutionnaires ont demandé une rupture. Ça fait 20 ans qu'on demande une rupture, 20 ans qu'on demande, c'est l'heure. Nécessité fait loi, vu la dette et vu le niveau de déficit de la France. Je pense qu'effectivement, on sera obligé d'avoir une vraie rupture dans le système de santé, et je vais essayer de m'y atteler, puisque je quitte la FEAP mercredi pour rejoindre Frédéric Valtou à la présidence de la Commission des affaires sociales à l'Assemblée. Voilà. D'où la raison qui faisait que nous avions interrogé les fédérations. Il aurait été logique que tu passes juste après, mais enfin, tu as tenu, en fonction de ce changement, à ne pas non plus engager ta fédération dans nos conversations. Voilà, et c'est très bien comme ça, on te souhaite bonne chance. Mais tu verras que quand tu auras acquis cette expérience auprès de la Commission des affaires sociales, tu seras au centre de nos sujets, également de sciences politiques. C'est un peu ce que l'on a voulu faire aujourd'hui. On l'a fait comme chaque fois à marche forcée, mais parce que c'était extrêmement dense. On vous remercie. Victoire va vous donner 1 ou 2 rendez-vous, et on va vous remercier tous et toutes, et remercier les équipes. Et nos confrères journalistes qui partent avant la fin. Oui, merci à tous. C'est quand même à saluer, pour une fois, on finit
presque à l'heure, ce qui est assez rare. Merci à tous pour la richesse des échanges. Comme vous l'avez vu, tout a été filmé et enregistré. Et donc, vous pourrez retrouver voilà, les vidéos de cette matinée sur notre page YouTube. On vous tiendra bien évidemment informé quand tout sera en ligne. Les prochains rendez-vous, c'est surtout notre colloque annuel. Alors d'habitude, ça a lieu plutôt en octobre. Égoïstement, j'aimerais pouvoir y participer. Et en octobre, je ne serai pas très disponible, donc il aura plutôt lieu sûrement fin novembre, mais nous aurons bien rendez-vous voilà, pour une journée entière d'échange. On vous tiendra au courant quand le programme sera monté, finalisé. Merci à tous. Bien évidemment, si vous avez d'autres contributions, des écrits à nous envoyer, des choses que vous voulez nous partager pour venir compléter ce qui a été dit ce matin, mais également sur d'autres sujets, n'hésitez pas à le faire. Et puis, d'ici le colloque, on aura sûrement peut-être d'autres rendez-vous plus ponctuels sur des sujets d'actualité. Voilà, je pense que nous ne manquerons pas de sujets. Oui, l'UC2M vit de vos contributions. Donc, le principe, c'est il y a ces séminaires, il y a toutes nos manifestations, mais il y a aussi les contributions que vous nous adressez les uns et les autres. Nous en faisons, évidemment, à la fin, nous en ferons des notes d'orientation. J'espère que les ministères, les responsables, la commission des affaires sociales nous écoutera, les fédérations, etc. nous écouteront. Pascal, une petite remarque. La FHF n'était pas présente là, c'est volontaire? Non, bien sûr, ils sont invités. Non. La FHF est présente, mais la FHF historique, Gérard Vincent et moi. Oui. Et quelque part, Emery. Évidemment, la FHF est présente. Non, la FHF est présente à tous nos rendez-vous. Et je remercie les équipes. Notamment Françoise Millet, bien sûr, Charlotte Deck, Emmanuel T, Jade, qui est là aussi. Voilà. Merci à vous tous pour toute cette organisation. Alors, on a d'autres rendez-vous sur les contrepoints de la santé, etc. Vous savez, tout ça. Et puis, alors, on vous souhaite bon été aussi pour ceux qu'on ne verrait pas. Et puis, Victoire, on lui souhaite le meilleur.